Bonjour à tous et bienvenue pour cette bien numéro 402 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui c'est le débrief tactique du match 2 des finales NBA entre le Oklahoma City Thunder et l'Indiana Pacers. Égalisation de OKC 1 partout. On va expliquer qu'est-ce qui a fait la différence. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Match 2 des finales NBA, OKC égalise à 1 partout, victoire du Thunder contre les Pacers dans un match qui, il faut dire, a été un peu moins disputé que le match 1, un peu moins plaisant peut-être aussi d'un point de vue spectacle, entertainment, etc. Mais donc, que s'est-il passé dans ce match-là, au-delà du simple fait que, bah oui, OKC a été meilleur, évidemment. Mais c'est intéressant parce que ça a été moins disputé à partir du deuxième quart-temps avec un run assez conséquent de la part du Thunder, mais jusque-là, c'était quand même assez accroché, je trouve. Mais ce qu'il faut commencer par dire, à mon avis, c'est qu'on a eu affaire à un match qui a été plutôt déséquilibré et finalement très différent du match 1, dans le sens où là, sur le match 2, Indiana a aussi peu scoré qu'au match 1. Au final, en termes de, si on parle d'offensive rating, alors c'est pas à comparer avec des offensive ratings sur la saison complète, mais juste pour grosso modo un peu mesurer le taux de scoring par 100 possessions ou par possession, on s'en fiche, mais bref, donc Indiana 108 points par 100 possessions, le rythme de scoring sur ce match-là, ça a été le 39e centile, donc à peine mieux que 39% de tous les autres matchs NBA cette saison, donc un peu en dessous de la moyenne. Ok, ici de l'autre côté, ils ont fait un score à 130 points par 100 possessions, et ça, en revanche, c'est dans le 86e centile. Donc, c'est là aussi la différence, puisque le match 1 avait été relativement, même totalement défensif. D'un côté 108 et de l'autre côté 108 aussi à peu près, points par 100 possessions pour les deux équipes, Indiana et pour OKC, et donc des scores qui étaient pas vraiment top offensivement, autour du 30e, 38e centile. Bref, là, on a Indiana qui a pas beaucoup plus scoré qu'au match 1, par contre, OKC, oui. Donc, quand on a un tel écart, en général, le premier suspect, et après on va parler tactique évidemment, mais le premier suspect, c'est de se dire, est-ce que finalement, c'est pas juste que sur ce match-là, contrairement au match 1, il y a eu un peu une surchauffe à 3 points. Vous savez que le 3 points a tendance à être assez aléatoire parfois, il y a une grosse variance, comme on dit, et c'est vrai que d'un match à l'autre, ça peut un peu décider de tout, de à quel point est-ce que tu shootes bien, t'as un score énorme, tu shootes un peu moins bien, ou un peu de manière un peu moyenne ou pas bonne, le score est très nul. Parce que aujourd'hui, le 3 points, autant d'importance, etc. Et en fait non, sur ce match de hockey ici, à peine, à 37% à 3 points. Sur le site de Cleaning the Glass, qui est un site qui en plus, on le remercie, enlève tout ce qui est garbage time, donc à partir du moment où le match est plié, hop, on arrête de compter les stats, comme ça on a le vrai match, grosso modo, et en fait 37%, c'est pas mal, mais en fait on est au niveau de la moyenne. La moyenne NBA, elle est à 35-36, grosso modo, et donc là 37, voilà, c'est un bon score, on est dans la moyenne, mais je veux dire, on n'est pas sur un match où, d'un coup, OKC marque 130 points par 100 possessions, contrairement au match 1 où ils étaient à peine à 108, et ce serait dû seulement à, ils sont à 50% à 3 points, tout est rentré, merci, bonsoir, quoi. On n'est pas totalement dans ce cas-là. Donc ça, d'un côté, OKC, on n'a pas une surchauffe à 3 points, vraiment pas. De l'autre côté, Indiana, là, un peu plus, puisque Indiana est, là encore, à peine, entre guillemets, mais à peine à 36% à 3 points. Et ce qu'il faut dire, c'est que, 36%, là encore, c'est dans la moyenne. C'est à peu près, on n'est pas du tout sur le cas d'une sous-chauffe à 3 points où ils auraient eu plein de bons tirs, mais rien n'est rentré. C'est juste le hasard de, t'as des tirs de qualité, mais ça ne rentre pas. C'est pas que ça. Ils ont shooté à peu près dans la moyenne, pas en sous-chauffe. Par contre, c'est vrai que la différence, c'est quoi? C'est que match 1, ils étaient, et la majorité du temps en play-off, contre les Cavs, contre les Knicks et contre même OKC au match 1, ils étaient un peu en surchauffe d'habitude. Sur ce run de play-off, on en a beaucoup parlé déjà. Là, c'est vrai que, en fait, tu reviens à peine à un pourcentage un peu normal. Je vais pas dire moyen, parce qu'il y a une connotation négative quand on dit moyen, mais quand tu reviens avec une efficacité qui, ça peut varier, ça peut arriver, qui là est un peu normal, t'as pas ce surplus de surchauffe à 3 points, ça fait que t'as pas mis autant de points que l'adversaire, quoi. C'est un peu ça qu'il faut dire. Et donc, la réalité, c'est quoi? C'est que, en tout cas, les conclusions qu'on peut faire déjà de ce point de vue-là, c'est que, d'un côté, OKC n'a pas juste eu des points bonus sur un peu le facteur hasard, aléatoire ou variance. Non, ils ont été meilleurs dans le jeu. C'est pas une surchauffe à 3 points qui a porté le tout. Non, dans le jeu, ils ont été meilleurs. On va développer. Et les Pacers, c'est vrai que priver un peu de la surchauffe habituelle, c'est un peu plus compliqué.
Et pas que, enfin, pas pour réduire toute leur équipe à ça, mais aussi parce que vous allez voir que, bon, ben en fait, comme au match 1, OKC a également réussi à bloquer certains trucs offensivement d'Indiana. Et on l'avait bien développé match 1, OKC avait bloqué la transition, le panier, enfin des éléments clés comme ça de l'attaque des Pacers, et les Pacers avaient survécu. Pourquoi ? Parce que un peu de surchauffe à 3 points. Donc c'est pas pour dire, hein, les Pacers ce n'est que la surchauffe à 3 points, c'est plutôt pour dire, dans un cas, comme une défense d'OKC qui est capable de bloquer des aspects clés du jeu. Match 1, t'avais survécu, mine de rien, grâce un peu à cette surréussite légère à 3 points. Aujourd'hui, où elle n'est pas là, ça a été un peu plus compliqué. Donc voilà. Mais d'ailleurs, tant qu'on est un peu sur les stats, restons-y un peu rapidement, un petit coup d'œil. Les 4 factors, ce qu'on appelle les 4 facteurs, pardon pour l'accent, les 4 factors, 4 facteurs stats qui définissent un peu une attaque ou une défense. Et zioutons un peu qu'est-ce qui s'est passé. On a Indiana qui a perdu beaucoup de ballons. 16% de turnover percentage, c'est beaucoup, mais vous allez me dire, c'est quand même bon. C'est beaucoup, donc beaucoup de paires de balles, et notamment des paires de balles un peu évitables, j'ai trouvé, ou pas forcément hyper, voilà, pas des passes qui ont été des interceptions créées par des lectures complexes, des schémas complexes. Non, il y a eu des paires de balles un peu évitables, je trouve. Mais après, vous allez me dire aussi, bon, bah, match 1 aussi, hein, il y a eu beaucoup de paires de balles. Match 1, c'est un peu en ça que le match est lunaire, c'est que le match 1, ils gagnent alors qu'ils sont à 25% de turnover percentage, les Pacers. Bon, bref, en tout cas, après 2 matchs, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, OKC gagne cette bataille. OKC, deuxième match d'affilée où ils arrivent à forcer beaucoup de turnover de la part d'une équipe, rappelons-le, qui de base est élite en termes de propreté. C'est aussi en ça que le duel était intéressant, c'est que qui va gagner ? Qui va gagner entre la propreté des Pacers en termes de paires de balles ou la capacité d'OKC à les créer ? Pour l'instant, c'est OKC. Mais bref, donc voilà, encore 16% de turnover percentage pour Indiana, c'est beaucoup. Et autre aspect clé dans les 4 facteurs stats, les rebonds offensifs. Et c'est vrai que là, le match a été un peu plus moyen, je trouve, côté Indiana. Donc pas des tonnes de rebonds offensifs. En plus, alors que match 1, ils avaient un peu plus pu compter là-dessus. Mine de rien, quelques rebonds offensifs qui avaient donné quelques possessions un peu en bonus. Donc bon, c'est à la marge, hein, c'est pas non plus la majorité du match. Mais voilà, un peu moins bon au rebond offensif. On va l'expliquer aussi parce que le retour des too big line-up, notamment, je spoil un peu la suite du podcast. Mais l'autre aspect, c'est aussi que sur les facteurs stats, on voit que le quatrième, donc on a efficacité, on a turnover, on a rebond, et donc le quatrième, les lancers francs. Indiana a eu un peu plus de lancers francs pour le coup, mais le problème c'est qu'en face, OKC, on a eu beaucoup plus. Donc voilà, ça, au niveau du jeu des possessions, etc., ça marchait pas trop. Bref, les Pacers. Donc les Pacers, le 3 points. C'est vrai que je trouve que mine de rien, il y a tout de même une part un peu de purement aléatoire, on va dire. Alors, tout est question de dans quel référentiel on se passe, mais je veux dire, en vérité, j'ai trouvé que la capacité des Pacers à générer des plutôt bons tirs, voire même des très bons tirs, en termes de 3 points, en termes de qualité de tir, elle était là. Il y a juste, entre guillemets, juste le fait que ils les ont peut-être pas assez rentrés. Et ça, c'est un problème, évidemment. Et c'est pas pour les créditer d'une chose qu'ils ne devraient pas être, sur lequel ils ne devraient pas être crédités. Mais c'est vrai que dans le jeu, je trouve que les Pacers arrivent encore à créer des problèmes, notamment le fait que sur le pick and roll, on a le pick and pop de Turner qui est tout de même encore là. Malheureusement, il les a pas mis, mais le pick and pop va être là, puisqu'on a vu qu'OKC était un peu frileux pour recommencer à switcher ce pick and roll. Donc, qui dit non switch, dit 2 contre 1 sur le ballon, sur Liberton. Donc, pick and pop éventuellement ouvert. Donc voilà, je trouve qu'il y a eu des pick and pop qui ont été bien. Il y a eu aussi de bons systèmes et des bons 3 points qui ont été faits contre les stunts. Donc c'est-à-dire qu'en OKC, met des mecs un peu plein centre du terrain, vient un peu boucher l'espace à l'intérieur. Donc des stunts, un mec qui dézone pour venir aider à l'intérieur. 2-3 systèmes sympas avec par exemple un poseur d'écran qui vient bloquer le stunt pour l'empêcher de faire le stunt and recover. Donc je bouche le terrain et je reviens sur le shooter. Non, on te pose un écran et comme ça tu peux revenir en position. Donc je trouve qu'au final, on voit aussi qu'ils ont généré pas mal je veux dire en termes de nombre, la fréquence de tir à 3 points est très correcte, hein, c'est même une bonne fréquence comme d'habitude pour les Pacers, et même en termes de qualité, c'était pas que genre des possessions où OKC est absolument fantastique défensivement, et puis ils arrivent à rien générer comme jeu, les Pacers comme 3 points de qualité, et donc ça se termine 24 secondes à l'horloge, et avec une seconde restante, un pull-up à 3 points un peu dégoûtant. Non, ça n'a pas été que ça. Ça n'a pas été que des 3 points un peu par dépit, comme on dit. Il y a eu quand même des 3 points de qualité, mais qui n'ont pas été assez entrés, malheureusement. La transition, deuxième point clé de cette attaque. Transition qui a, encore une fois, été catastrophique. Et ça, pour le coup, on a déjà parlé des turnovers, mais là, c'est la vraie bataille, la vraie victoire, sur la bataille de la guerre plus globale entre ces deux équipes. Mais pour l'instant, c'est une bataille qui est remportée par OKC largement. On avait vu que c'était déjà le cas match 1 où les Pacers
non seulement ils accélèrent pas comme avant, donc il n'y a pas ce côté on va essayer de faire de la transition ou de la semi-transition, on accélère et quitte à ce qu'on se rende compte que ça donne rien. Là, je trouve qu'ils ont du mal à accélérer. Pour le coup, et puis même deuxièmement, au-delà de ce côté accéléré, même si on regarde un peu les stats et même visuellement, on a vu que en fait il y a très peu de possessions faciles de transition comme on a vu autour d'avant, contre les Cavs, comme on a vu contre les Bucks aussi évidemment, contre les Knicks en finale de conf, et comme on voit en fait toute l'année depuis 2 ans avec ces Pacers, on n'a pas ces possessions faciles. Et là, encore une fois, 2-3 stats, même si vous le savez, les stats sont malheureusement pas assez représentatives de la transition. On n'arrive pas totalement à capturer tout ce que font les Pacers, mais en termes de contre-attaque, 10e centile en termes de fréquence. Donc sur tous les autres matchs NBA de 2025, à peine mieux que 10% de ces matchs-là. Donc un score qui est très bas en termes de nombre de contre-attaques et en termes d'efficacité également. 15e centile, on est plutôt en bas de l'échelle. Donc voilà, le fait est que les 3 points sont pas assez rentrés et ne sont surtout pas assez rentrés pour compenser le fait que pour un deuxième match d'affilée, la transition offensive, la contre-attaque n'est pas là côté Pacers. Et ça, on peut un peu s'en mordre les doigts parce que je pense que pour la suite de la série, faut réfléchir, faudrait essayer de remettre des choses en place ou de trouver des contre-moves au fait que OKC a un personnel qui est génial, a des mecs hyper mobiles, a fait aussi un pressing tout terrain, arrive à bloquer les initiateurs de la transition en faisant un pressing assez haut sur plusieurs joueurs en même temps, par exemple. Mais c'est vrai que pour l'instant, si on reste comme ça, si on reste comme ça, Indiana, s'ils veulent gagner la série, en gros, il faut faire encore 3 autres matchs à 50% à 3 points. Et même, ce sera peut-être pas assez, mais ouais, là, c'est peut-être un domaine du jeu où je pense que le staff de Rick Carlisle doit un peu se pencher là-dessus en mode, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on pourrait arriver à débloquer ça? Parce que pour l'instant, c'est assez cata, il n'y a pas de transition. Et comme on répète à chaque fois avec ces Pacers, la transition, c'est peut-être pas comme les autres équipes où c'est un peu un truc bonus, un peu un truc gadget. Non, ça fait intégralement partie de leur attaque, donc à débloquer. Pour l'instant, c'est pas là. Bref, je me répète, il est temps d'avancer. Troisième aspect, donc on a dit 3 points, on a dit transition, le panier. Le panier également, la bataille du panier ou les tirs au niveau du panier. Encore une fois, OKC a totalement verrouillé l'affaire comme au match 1, c'est-à-dire qu'en termes de fréquence, à peine 16% des tirs ont été pris sous le panier. C'est dans le 5e centile, à peine mieux que 5% de tous les autres matchs NBA cette saison 2025, vous avez compris. Donc très très faible évidemment. Et même en termes d'efficacité, on est sur le 12e centile. Donc 5e centile en fréquence, 12e centile en efficacité, pardon. Ce qui fait que, voilà, encore une fois, il n'y a pas le panier, donc il n'y a pas ces tirs faciles là. Il n'y a pas la transition non plus. Donc, quand les 3 points ne rentrent pas, et pas assez, t'as pas ce côté, la surchauffe vient un peu nous sauver, nous rattraper de tout ce que OKC arrive de ce dont tout OKC arrive à nous priver, j'arrive plus à parler français. Mais bref, donc voilà, le panier, transition et le 3 points, les 3 points principaux qui pour l'instant ne sont pas là côté Pacers. Et c'est vrai que un point tactique pour le coup, c'est que OKC essaye de ne pas trop switcher le côté, le pick and roll pour l'instant à Liberton et Miles Turner, ils le font parfois, et ils le font un peu de temps en temps, mais on avait bien développé au match 1 où en retour des vestiaires, deuxième mi-temps, ils étaient partis en mode, allez, on switch, comme ça on déverrouille pas le passing de Liberton en switchant. Switcher veut dire aucun décalage, donc aucune fenêtre de passe, donc pas de passing de Liberton. Et le problème, c'est qu'ils avaient été assez rapidement punis par 2-3 bons systèmes, 2-3 bons play calls de la part de Carlisle. Donc voilà, on essaie de pas switcher, on revient un peu sur du truc traditionnel, on va dire, côté OKC, c'est-à-dire soit Chet Holmgren qui vient au niveau de l'écran, soit sinon un peu en drop, mais pas un deep drop, pas un drop qui est très très profond, mais voilà, on reste à 1 mètre ou 2 de l'écran, en laissant venir et en contenant un peu le ballon. C'est un peu l'idée pour l'instant, ça marche pas mal. Et comme dit, je répète, je trouve que face à cette couverture défensive, on a eu tout de même quelques bons tirs qui ont été générés, notamment des pick and pop, pick and pop de Turner face à Hartenstein ou face à Chet. Voilà. Si OKC reste un peu dans ce type de schéma-là, je pense qu'il faut peut-être repenser, alors pas repenser l'attaque, mais faire des systèmes qui vont un peu plus, par exemple, tu mets personne à côté de ce pick and roll, comme ça, il n'y a pas Igned qui peut venir sur le pick and pop. Voilà. Je pense qu'il faudrait un peu revoir ça, match 3, match 4, est-ce qu'on pourrait pas faire des systèmes avec plein de monde à plat, ligne de fond, et puis comme ça, personne en haut et personne peut venir aider sur le pick and pop, etc., à voir. Et d'ailleurs, c'est vrai que on parle de ça, mais le fait que ça défende un peu de manière traditionnelle, sans switcher, fait qu'il y a un décalage qui a été qui est offert quelque part. Donc ça peut être un pull-up à 2 points, un pull-up à 3 points, ça peut être on te laisse pénétrer à l'intérieur, mais
Bref, qu'importe. On a vu notamment une action assez spectaculaire de, justement, on reste un peu traditionnel. Je crois que c'est un espèce de drop ou edge, on s'en fiche, mais de l'intérieur. Je crois que c'est Hartenstein qui reste relativement bas sur l'écran, qui laisse venir un peu Haliburton. Une aide côté faible qui vient aussi pour aider, pour compenser au cas où il y a un mec qui roule au panier. Je crois que c'était Jalen Williams qui vient depuis le corner opposé, donc il vient occuper l'espace intérieur au cas où il y a un roll. Et donc que se passe-t-il? Notre ami Tyrese Haliburton va trouver avec la skip pass, comme on dit, la passe directement vers le corner opposé, va trouver directement le mec ouvert dans le corner. Donc je crois que c'était Mathurin. Mais voilà, on a vu une action comme ça, une ou deux. Il y a aussi un bon petit système qui est fait par exemple pour bloquer Chet qui essaie de rôder autour du panier. Hop, on le bloque et puis ça donne aussi un 3 points dans le corner. Mais voilà, cette fameuse skip pass depuis le pick and roll, finalement, c'est un peu le contre-coup. C'est aussi pour ça que tu veux switcher de base, pour dire on switch, pas de décalage, donc pas de fenêtre de passe. Ok. Là, on voit que ça existe, on voit que ça peut arriver, et ça peut éventuellement permettre au passing de Haliburton d'aller trouver ça, mais on l'a vu qu'une fois. On l'a vu une fois ou deux depuis le début de la série, et c'est aussi la force de cette défense du Thunder, c'est que techniquement il y a le décalage, mais concrètement, t'as aussi une escouade déliée assez extraordinaire pour un peu compenser justement. Donc c'est passé une fois, mais sur beaucoup d'autres possessions, où tu vas donner un décalage quelque part à Haliburton, ok, parfois il peut tenter d'aller le trouver, mais il y a d'autres fois où en fait t'as des mecs qui font les bonnes rotations, ils ont tous des longs bras, ils sont tous hyper dynamiques, et en fait il y a un peu ce truc de, pour l'instant on n'ose pas trop aller là-dessus, on n'ose pas trop aller sur un peu du passing à tout va, ou peut-être qu'il faudrait le faire, peut-être qu'il faudrait essayer d'un peu mieux, là encore, organiser l'attaque, le spacing, réfléchir comment, on va attaquer de ce côté-là, on met un seul shooter de l'autre côté, comme ça, côté faible, il y a personne qui peut aider, etc. Mais pour l'instant, le pouvoir de dissuasion aussi de cette défense off-ball fait que on n'ose pas trop s'aventurer sur des passes comme ça. Et en plus, même s'ils oseraient le faire, il y aurait peut-être le truc de ok, tu fais des passes, mais nous on intercepte et puis tu mets un peu comme ça, quoi. Donc ouais, pour l'instant le pick and roll ne se déroule pas aussi bien qu'on aurait pu penser côté Pacers. L'autre problème aussi, je trouve, c'est que Siakam n'est pas arrivé du tout à faire des post-up sur HDA. Les Pacers, ils ont un peu ce système un peu classique, enfin ils en ont plein des systèmes pour, sachant qu'en face ça va un peu switcher, on l'avait dit, le soft switch un peu automatique, donc à part le poste 5, mais de 2 à 4 on switch relativement facilement sur plein d'actions pour se faciliter la vie, grosso modo, et ce qui fait qu'on peut parfois obtenir un mismatch, et les Pacers le font beaucoup, de attaquer Brunson au poste bas, attaquer Mitchell au poste bas après un switch, etc. Là, c'est vrai que sur ce match-là, ça y était pas. Ça y était pas parce que ça switchait, mais en fait, après, c'était beaucoup protégé. Donc, soit le petit passait devant, donc HDA, soit il y avait des mecs qui venaient autour pour protéger, soit on mettait aussi la pression sur Miles Turner, par exemple, qui doit faire la passe vers Siakam, qui est au poste bas face à HDA. Bon, Turner, quand il prend la pression de Hartenstein ou je crois que c'est Chet qui l'a sur la tête, déjà que de base, c'est pas un passeur génial, voilà, c'est pas il a pas les qualités de meneur pour alimenter le poste bas, comme on dit. Donc ça, c'est vrai qu'il y a eu 3-4 possessions, on a essayé un peu de cibler HDA au poste bas grâce à des switches et grâce à Siakam, mais ça a donné des 2-3 turnovers, je crois, sur si je me souviens bien, sur ce genre de situation, et on n'a eu aucune situation facile de Siakam qui score par-dessus HDA. Donc ça, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. D'ailleurs, plus globalement, la chasse au HDA a été pas hyper bonne, je trouve, et même depuis le début de la série, c'est-à-dire que OKC défend assez bien, il protège assez bien SGA qui, quand on le fait venir sur des pick and roll, notamment des pick and roll entre petits, Haliburton qui va chasser du SGA, soit ça switch automatiquement, soit ça ne switch pas mais ça compense autour, ça vient aider, etc. Donc pour l'instant, pas top, ni via Haliburton, ni via Siakam, ça bloque de ce point de vue-là, mais aussi parce que OKC défend bien pour le coup, et ce qu'on a vu deuxième mi-temps, ça a été un peu plus de, Siakam, et si tu attaquais, ou fin de première mi-temps aussi d'ailleurs, si tu attaquais juste frontalement un peu plus Jalen Williams, ça a marché 2-3 fois. Il y a aussi des fois où, on l'avait dit, il y a un effet de dissuasion avec Williams, et c'est aussi pour ça que c'est bien en termes de match-up, c'est que c'est un peu le même morphotype, c'est un mec qui est assez mobile, très long aussi, donc c'est le match-up parfait, quoi. Donc Siakam, il savait plus trop comment attaquer, il a un peu attaqué comme ça, mais sauf qu'en face il y a du répondant, il y a un peu le bon match-up, donc je ne sais pas. Et puis non, mais tant qu'on y était aussi, deuxième mi-temps, on a commencé la mi-temps côté Pacers avec un peu plus Miles Turner qui allait attaquer un peu plus frontalement, on va dire, non pas pick and pop, mais un peu plus frontalement notre ami Chet Holmgren. Et c'est vrai que c'est peut-être un truc qui est un peu sous-utilisé pour l'instant, je trouve, et qui, en tout cas, une piste de réflexion pour la suite de la série, c'est si OKC veut démarrer ses matchs avec Chet en poste 5 et donc Chet qui est en match-up défensif sur Miles Turner,
pourquoi ne pas un peu essayer de le mettre en difficulté là-dessus? Pourquoi, plutôt que faire des pick and roll, pourquoi pas juste essayer un peu de punir ce match-up où on le met là-dessus pour la mobilité, on le met là-dessus pour avoir des line-up plus dynamiques, donc ça repousse Chet, le poste 5, de facto sur le poste 5 adverse, plutôt que Hartenstein. Mais voilà, Chet, il est moins solide que Hartenstein. Donc je me demande à quel point est-ce qu'on pourrait pas un peu insister là-dessus, sur des débuts de match, sur des fins de carton, sur des débuts de deuxième mi-temps, etc. Sur, tiens, donnons juste des post-up à Turner, qui n'est pas un joueur de post-up extraordinaire, mais qui a peut-être un peu avantage de taille, un peu avantage de puissance, et puis ça se tente, quoi. Si tu arrives à forcer une ou deux fautes là-dessus sur Chet, ça peut être cool. Donc ouais, début de deuxième mi-temps, ça a été fait pas mal de fois, enfin, quelques fois, on va dire, avec un peu de succès, donc j'ai hâte de voir pour la suite. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, le bilan après 2 matchs, deux performances offensives très similaires, je trouve, enfin en termes de rendu final. La première, on a eu un peu surchauffe à 3 points qui a aidé, la deuxième un peu moins, mais pour l'instant, le bilan, c'est que la transition est totalement coupée, et ça, c'est un problème. Il y a beaucoup de pertes de balles, donc deuxième victoire de OKC dans cette bataille, c'est que en plus de la transition, il crée aussi beaucoup de turnovers, et puis même globalement, je trouve qu'en fait, OKC, on a parlé, le panier aussi est verrouillé, et OKC a cette capacité à forcer un peu les Pacers à prendre beaucoup de tirs à mi-distance. Que ce soit dans la short mi-distance, c'est-à-dire le drive est arrêté, tu peux pas aller jusqu'au panier, tu es obligé de prendre des flotteurs. Là en plus, ils les ont mis pas mal sur ce match 2, mais, ou alors des longs tirs à 2 points aussi. Mais il y a un peu ce côté où le terrain est très bien quadrillé, et en fait, il y a toujours un mec au panier ou pas loin du panier. Donc, en termes de rentabilité, ça s'explique aussi. C'est-à-dire que Indiana arrive à générer très peu de ce genre de tir rentable au panier et beaucoup plus de tirs à mi-distance. Mais ça, c'est aussi parce que c'est ce que OKC veut que eux prennent. Donc ça, pour l'instant, philosophiquement et stratégiquement, OKC remporte un peu cette bataille-là dans la rentabilité, en plus de la transition et donc en plus de la chasse au SGA également. Et donc voilà pour l'attaque de Indiana. Mais c'est vrai que de l'autre côté, pour le coup, autant Indiana, c'est un peu des perfs similaires, on va dire. Donc 37e centile match 1, 41e centile match 2 en termes de points par 100 possessions, donc de performance offensive. Bon, très similaire, 37 et 41, pardon. C'est à peu près pareil. Par contre, on l'a dit en début de podcast, OKC, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que de 107 points par 100 possessions, on est passé à 130 en chiffre brut. Et pour vous dire en termes de classement, de rang de la performance, 31e centile, match 1, on est passé au 86e. Donc, la perf est beaucoup mieux, d'autant plus que, comme on l'a dit, c'est pas dû à une surchauffe à 3 points. Donc c'est quand même assez intéressant de décortiquer un peu pourquoi. Déjà, des lancers francs. On a retrouvé un peu, enfin pas que un peu, on a retrouvé beaucoup de lancers francs qui sont quasiment dans le 90e centile des matchs NBA cette saison, donc mieux que 90% de tous les autres matchs NBA 2025 en termes de lancers francs. Donc voilà, on retrouve une équipe d'OKC qui... Alors, collectivement, ils sont pas non plus toujours géniaux là-dessus, même ils sont un peu en dessous de la moyenne collectivement, mais il y a un moteur qui est SGA. Mais là, je trouve que voilà, pour une équipe qui d'habitude est pas géniale, ils sont allés chercher beaucoup de lancers francs, ce qui est aussi, on peut le dire, qui est une conséquence des schémas d'Indiana, des schémas défensifs, des schémas qui sont forcés d'être très dynamiques pour quadriller le terrain, pour boucher le terrain, pour amener à chaque fois un deuxième, un troisième, voire un quatrième homme sur le chemin de SGA. Ça fait que forcément, t'es un peu hors de position. C'est un peu le contre-coup, l'inconvénient de schéma très dynamique, c'est que t'es pas en position, t'es pas prêt, t'es pas bien ancré, bien en position par rapport à ton mec, par rapport au panier, etc. Et le mouvement fait que il y a une prise de risque dans le mouvement. Donc forcément, tu concèdes beaucoup de lancers francs aussi à cause de ça. Mais ça, pour le coup, t'y peux rien. Et t'es un peu obligé tout de même de continuer un peu là-dessus, je trouve, si tu es les Pacers. Donc beaucoup de lancers francs, on a dit, ça c'est très bien pour ce match 2. Également peu de turnover côté OKC, mais ça c'est un peu la constante de la saison chez eux, c'est qu'ils sont très propres aussi. Eux c'est les meilleurs de NBA, non pas top 3 mais les meilleurs de NBA contrairement à Indiana. Et bon, ça vous me direz, c'est un peu pareil que le match 1 pour le coup, en termes de propreté. Match 1 non plus, ils n'avaient pas perdu beaucoup de ballons, donc ça c'est bien en termes en termes de faire qu'on marque beaucoup de points. Quand tu perds pas de ballon, ça veut dire que tu peux avoir des tirs à la fin plutôt que des pertes de balles, évidemment. Le rebond offensif, par contre, c'est vrai qu'ils ont été un peu meilleurs, même largement meilleurs, en passant de match 1 22e centile à 74e centile. C'est-à-dire qu'ils ont, en termes de rebonds offensifs, de pourcentage de rebonds offensifs, ils sont beaucoup plus de fois allés chercher des rebonds offensifs sur leur possession. Et ça, on l'a vu concrètement. Vous voyez que c'est aussi une conséquence de faire jouer plus longtemps un mec comme Hartenstein, de jouer avec des line-up avec deux gros, ou en face, Indiana, ils ont qu'un seul gros, donc ils peuvent pas bloquer les deux. Voilà, etc. On avait dit aussi en preview l'aspect de c'est une carte à jouer parce que c'est hyper intéressant pour contrer, pour empêcher la transition, pour empêcher que les Pacers partent en transition. Tu peux aussi toi-même attaquer le rebond offensif, comme ça ils sont obligés de rester là et de défendre le rebond aussi, ils peuvent pas se projeter. Donc
là, on le voit concrètement, et on avait aussi parlé en preview, pour ça que j'en parle, mais des petits dans le dunker spot aussi, notamment du Caruso, des Lou Dort qui rôdent autour du panier en attaque pour d'autres raisons, mais le fait est que ils sont sous le panier, ils sont en position pour le rebond, et là c'est vrai qu'on a une perf qui a été assez très cool, hein. On est à un chiffre brut, si vous voulez, 34% je crois de pourcentage de rebond offensif, donc c'est plus d'une fois sur 3 ils ont chopé leur propre rebond. C'est très bien, c'est très très bien, et donc voilà, il y a ce double effet, l'effet qui se coule comme on dit, du rebond offensif. Donc bref, ça a aidé à gratter des points en plus, et ce qui explique aussi en partie pourquoi l'attaque a été meilleure qu'au match 1. Et c'est vrai que pour venir sur la question des 3 points, il n'y a pas un effet surchauffe, puisque je vous disais, match 1, 36,7% d'efficacité, match 2, 37,1%. 36,7, 37,1, c'est pareil. Par contre, en termes de fréquence, on est passé de 28% de tirs qui ont été à 3 points au match 1, à peine 28, au match 2, quasiment 40%. Et ça, c'est vrai que, pour le coup, il n'y a pas la surchauffe en efficacité, mais en fréquence, l'écart est quand même assez conséquent, et donc on arrive un peu à ce thème du spacing et du 3 points, qui ne se voit pas dans l'efficacité, mais qui se voit concrètement et que tactiquement, on a vu. Pour moi, c'est aussi la clé du match, c'est qu'on a retrouvé une attaque d'OKC qui respirait beaucoup mieux, et ça, pour le coup, bon, pour une fois que j'ai raison, je peux le dire. Non, mais souvenez-vous, on en avait parlé au match 1. C'était un peu l'aspect, je trouve, qui était dommage d'utiliser beaucoup de Chet en tant que poseur d'écran. Et ce qui fait que non seulement t'avais pas forcément besoin pour exister de cibler Turner, hein, si tu pouvais exister autrement avec des pick and roll entre petits, isolation, des pick and roll autres, on va dire. Et le fait est qu'en plus, il y avait aussi le contre-coup de si Chet il est poseur d'écran, ça veut dire aussi que Chet ne fait pas partie du spacing. Or, l'ajustement de ce match 2, pour moi, ça a été ça. Ça a été que on arrête complètement, comme ce match 1 où on l'a mis en screener, en poseur d'écran tout le temps, encore et encore et encore, pour cibler Miles Turner. Ça a été ça le parti pris du match 1. Match 2, on a retrouvé Chet quasi exclusivement loin du ballon et dans un rôle de spacing. Donc ça se voit pas tant que ça au niveau de l'efficacité. D'ailleurs, même lui, il a 1 sur 3, mais je crois qu'on peut dire 2 sur 4. En vrai, parce qu'il y a un 3 points où il mord la ligne, donc ça compte comme un 2 points, mais bref, dans l'esprit, c'était un peu, il était à 3 points, on va dire, il était positionné pour ça, en tout cas, mais oui, pour moi, c'est un peu la clé. On a retrouvé un Chet off-ball, et en fait, on a aussi attaqué autrement. On a posé des écrans avec d'autres joueurs, notamment Hartenstein, mais même pas que, hein, même des pick and roll entre petits qu'on a aussi beaucoup plus retrouvés. On a ciblé Haliburton aussi comme ça, et en fait, le fait de retrouver un de tes meilleurs, si ce n'est le meilleur, parmi la rotation principale, si on met donc un peu de côté Isaiah Joe, le fait de retrouver ton meilleur shooter à 3 points, en plus sur le poste de pivot, ou en tout cas le poste intérieur, ce qui fait que quand lui est à 3 points, il éloigne du panier un intérieur, ce qui affaiblit encore plus la protection de panier de la défense adverse. Bref, pour moi, c'était la clé. C'est un peu la clé, et je suis content parce qu'on avait parlé au match 1 pour le coup, et c'est arrivé. Et je trouve que ça a tout changé. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que sa présence, ou le fait que structurellement, il apporte plus de spacing off-ball qu'en tant que poseur d'écran. Il n'y a pas que ça. On a aussi un top match de Caruso qui nous fait un 4 sur 8 à 3 points. On a aussi Aaron Wiggins, qui a un peu sauvé le match. Il a sauvé tout le basket, hein, je crois que c'est ça, hein, qui a sauvé le basketball. Non, mais Wiggins, c'est à 5 sur 8. Pardon, la private joke, c'est par rapport à son nouveau surnom sur Basketball Référence, hein, si vous n'avez pas vu. Mais non, Wiggins, c'est à 5 sur 8 aussi, à 3 points. Donc voilà, il n'y a pas que Chet. Mais je trouve que le plus important et le plus impactant, au-delà des tirs qui ont été rentrés par Wiggins ou par Caruso, c'est ce qui se passe, ce qui a influé sur le plus de possessions, ça a été l'utilisation off-ball et en shooter, finalement, de Chet Holmgren. Et à la fois sur des pick and roll autres ou sur des line-up à 1 big, mais aussi sur des line-up à 2 big. On va y arriver. C'est vraiment ça, on a retrouvé un peu ça qu'on n'avait pas vu du tout au match 1. Là, on a retrouvé les fameux line-up avec Chet Holmgren et Hartenstein. Et pour le coup, l'aspect de poseur d'écran de Chet qui a été à foison au match 1, là, j'ai compté moi 4 fois sur ce match 2. Alors, j'ai peut-être loupé 1 ou 2 fois dans mes notes, mais je crois pas. Donc, j'ai vu une fois en première mi-temps avec Jalen Williams, donc pas du tout avec SGA. Donc, voilà. Et en deuxième mi-temps, 3 fois avec SGA, mais c'était pas du tout pour cibler Miles Turner, c'était parce que on lui avait mis Thomas Bryant sur le dos, et donc voilà, c'est quand même, quand t'as une telle offrande, il faut quand même en profiter. Donc il a apporté Thomas Bryant sur l'écran pour SGA, et SGA l'a totalement rôti au four, notre ami Thomas Bryant. Donc voilà, c'est à peine 4 écrans posés sur ce match-là, en tout cas à peine 4 pick and roll, j'ai compté entre SGA et Chet, ce qui est quand même une différence assez notable et assez conséquente par rapport au match 1. Et comme on avait dit au match 1, c'est que pour moi, cette attaque d'OKC peut être largement viable, voire même élite,
en faisant d'autres choses. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas ce besoin vital de mince pour exister, il nous faut absolument trouver un maillon faible, il nous faut absolument passer et attaquer par Miles Turner. Je pense qu'on pouvait s'en passer. Et ce qu'on a vu un peu aujourd'hui au match 2, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, du SGA qui va cibler Miles Turner avec Chet Holmgren, on l'a assez peu vu. Et donc, disais-je, le retour des line-up à 2 bigs, c'est aussi ce qui est intéressant, ce qu'on avait un peu détaillé au match 1, le podcast du match 1, c'est l'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir Hartenstein qui est un meilleur poseur d'écran, premièrement, mais en plus, si c'est Hartenstein qui pose l'écran, ça veut dire que tu peux mettre juste à côté, en shooter, sur l'aile, Chet Holmgren. Et d'ailleurs, on a une possession qui est exactement ça. J'ai pas noté exactement le minutage, mais vous pouvez aller le trouver sur les highlights de Chet. Il y a un écran, ligne médiane, fait par Hartenstein, pour HDA évidemment, et kick-out sur l'aile pour Chet, qui est pas défendu, où il y a un stunt, c'est-à-dire un défenseur des Pacers qui abandonne Chet pour venir boucher l'espace et empêcher HDA d'avancer, et donc kick-out facile, et je crois qu'il fait une feinte de tir, il pose un dribble et 3 points de Chet. Voilà. Donc il y a littéralement une action comme ça qu'on avait détaillée, de l'intérêt de retrouver ces line-up à 2 bigs, c'était pour ça. C'était que c'est plutôt Hartenstein le poseur d'écran, et plutôt Chet Holmgren en shooter. Il y a aussi une autre action, pareil, juste après, je crois, sur sa line-up à 2 bigs, où je suis pas sûr que ce soit Hartenstein qui pose l'écran, mais je crois que c'est un pick and roll entre petits, où HDA va cibler Haliburton avec, je sais pas si c'est Wiggins, je sais pas si c'est Caruso, je ne sais plus, mais bref, il cible Haliburton, drive plein centre, tout le monde se resserre autour de lui, kick out, et Chet Holmgren était à 3 points, il attendait, il a le ballon, il met le 3 points. Voilà. Ça, c'est aussi, comme on disait, l'avantage de retrouver un peu un Chet off-ball, c'était ça. Et là, on l'a eu totalement. Et puis même là-dessus, sur ce côté line-up à 2 bigs, il y a aussi l'avantage du rebond. On a vu que Indiana a pris moins de rebonds offensifs et OKC en a pris plus. À mon avis, c'est pas du tout étranger au fait que Hartenstein et Chet ont joué non seulement ensemble, mais aussi beaucoup plus. Je crois que on avait dit match 1, ils étaient à 17 minutes à peine pour Hartenstein, là il en a fait 22, et Chet était à peine à 23, il en a fait 27. Donc, vous voyez que ça joue un peu plus, mine de rien. Surtout donc les line-up à 2 bigs, ça protège encore plus le rebond. Et non, même dans le côté association des deux aussi, parce que Hartenstein, le truc, c'est que Hartenstein n'est pas une menace de scoring sur pick and roll en termes de verticalité au panier, donc le alley-oop, en termes de pick and pop, donc il n'y a pas non plus cette menace pour attirer à l'extérieur le défenseur, le big adverse. Par contre, il a le flotteur, déjà, premièrement, et puis surtout, à partir du moment où il y a 2 défenseurs qui vont sur HDA, dans ce type de couverture défensive, si la balle arrive vers Hartenstein, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de NBA, enfin, hors Jokic, hors Mortel, pour le fameux short roll, pour l'extra passe en sortie du pick and roll, pour gérer le surnombre. Et ça aussi, ça a été un point clé. On a eu pareil, une action exactement comme ça sur ce match 2, c'est-à-dire le fait est que si OKC fait des line-up à 2 bigs, en face, Indiana, eux, ne le font pas. Les Pacers n'ont pas du tout la même profondeur ou la même qualité d'intérieur que Indiana. En plus, ils ont Tony Bradley, mais ils l'ont pas sorti sur ce match-là. Donc en fait, de facto, tu avais Indiana qui jouait tout le temps qu'avec un big. Et donc, notamment quand toi tu joues avec 2 bigs et Hartenstein qui est le plus big des deux, le plus gros des deux, le big d'Indiana défendait le plus gros Hartenstein, ce qui fait que Chet était défendu par un plus petit. Et donc, on a retrouvé aussi l'aspect de pick and roll, je crois que c'est deuxième mi-temps, pick and roll SGA Hartenstein, voilà, et Hartenstein qui reçoit la balle après la prise à 2 sur SGA, très bien, et qui en fait fait juste une passe pour un alley-oop pour Chet Holmgren qui en fait attendait sous le panier et défendu par un petit. Donc le petit pouvait pas du tout défendre la passe vers le alley-oop au-dessus de lui pour Chet Holmgren. Donc voilà, ça c'est aussi l'avantage, c'est que je trouve l'avantage de ce line-up à 2 bigs, c'est que en fait tu peux poser un dilemme aux Pacers. Soit les Pacers, vous vous ajustez et vous aussi vous jouez avec 2 bigs, mais ce faisant, ils vont devenir moins bons. Ils vont devenir moins bons sur transition, parce qu'avec 2 bigs, c'est pas pareil. Ils vont devenir moins bons sur le rythme, même de demi-terrain, sur le shoot aussi, parce que Tony Bradley, ça quand même pas, il n'y a pas du tout de shoot en termes de spacing, donc voilà. Et puis même, tu peux aussi même devenir moins bon en défense, parce qu'à partir du moment où il y a Tony Bradley sur le terrain, peut-être qu'un mec comme SGA va juste l'appeler sur l'écran, et puis le cibler, et puis il va te coûter des points. Donc, le dilemme, c'est un peu, est-ce que tu fais cet ajustement et on te punit, ou est-ce que tu ne le fais pas, tu continues à jouer petit, mais nous, on déroule nos avantages face à tes line-up petits. Donc, le rebond offensif, là, l'association où il y a Chet qui va être défendu par un petit, donc on le met autour du panier, parce que on peut rien faire. Le fait est que on retrouve aussi Chet off-ball, et donc, tu as toujours un très bon poseur d'écran qui permet d'impliquer Turner sur l'action, Hartenstein, donc tu as l'avantage de Turner impliqué, et tu as l'avantage en même temps de Chet à 3 points. Donc t'es un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Donc bref, ça c'était c'est aussi l'avantage de ces doubles line-up. Autre truc qu'a très bien fait OKC, je trouve, c'est pour contrer les stunts.
Les fameux stunts, qu'est-ce que c'est? Comme on le dit à chaque fois, les stunts, c'est les mecs qui viennent depuis côté fort, côté faible, qui viennent à l'intérieur, qui viennent boucher l'espace à l'intérieur et ensuite reviennent vers leur shooter éventuellement. Mais c'est rétrécir le terrain pour empêcher SGA d'avancer le plus tôt possible. Donc les stunts. Hein. Et c'est vrai que on l'avait décrit au match 1, ils avaient été géniaux, les Pacers, en termes de stunt en premier rideau, on va dire, en tête de raquette, mais aussi en deuxième rideau. Sur des, en fait, il y avait 2-3 mecs qui venaient tout le temps. Quoi. On avait Haliburton en tête de raquette qui se rajoutait dans l'action, puis Pascal Siakam en deuxième rideau, proche du panier. Enfin voilà, plein d'obstacles pour SGA. Et là, je trouve qu'en termes de play calling également, on a retrouvé un meilleur OKC en termes de quel système on déroule. Et notamment, c'est passé par ce qu'on peut appeler le flat 23, si vous voulez, flat 2-3. Pourquoi? Parce que on a déjà parlé du flat 1-4, hein, donc littéralement 1-4 à plat, donc 1 tout en haut et 4 à plat le long de la ligne de fond, pour le coup. Donc voilà, laisser plein d'espace, juste 1 en haut, SGA et 4 lignes de fond. Là, c'était plutôt des pick and roll plats. Donc 2 en haut et 3 en bas. Donc flat 2-3 si vous voulez, mais en fait c'est juste qu'on a un pick and roll où on n'a pas comme d'habitude ou comme classiquement un mec dans le corner d'un côté et puis de l'autre côté un mec dans le corner, un mec sur l'aile. Non, le mec qui est sur l'aile, on le met hop sous le panier lui aussi et comme ça on a 3 mecs sur le fond, ligne de fond. Et quel est donc l'intérêt de ces pick and roll où on a SGA plus un écran et 3 mecs ligne de fond? Vous allez me dire, il n'y a pas un bon spacing, il n'y a pas un bon accès au panier puisque tout est bouché, certes, mais ça veut dire que tu as aussi personne sur les ailes. Personne sur l'aile droite, personne sur l'aile gauche. Et donc, d'où viennent les stunts en général? Ils viennent des ailes. Ils viennent totalement de cette zone-là. Ils viennent des mecs, des défenseurs et donc des attaquants sur les ailes. Le défenseur abandonne son attaquant qui est sur l'aile, il vient rétrécir le terrain et puis il revient sur le shooter. D'accord. Mais si, de facto, tu ne mets personne, toi en tant qu'attaque, tu mets aucun attaquant sur l'aile, ben, aucun défenseur ne va s'y trouver non plus. Donc, tu mets tout le long de ligne de fond, voilà, à plat, comme on dit, et ce qui fait que ben, personne ne peut stopper le drive très tôt. Et donc oui, à la fin, il y aura peut-être un peu de monde dans la raquette, il y aura peut-être une aide qui va venir, mais grosso modo, tu crées ce dilemme et surtout, en fait, tu libères le début du drive. Et ce qui fait que personne ne peut stopper, freiner SGA au début de son drive et donc il peut enchaîner et se rapprocher du panier et prendre un pull-up à 2 mètres du panier, il les met de manière quasi automatique. Ou même, d'ailleurs, on a eu des séquences où, quand ça déroule un peu ce pick and roll à plat, le mec du corner venait aider, mais sauf qu'il vient depuis beaucoup plus loin, hein, plutôt que d'aider depuis l'aile, ou en 2 pas il peut être sur l'action, il vient depuis le corner. Mais donc, en venant depuis le corner, déjà SGA il voit venir depuis plus loin, il a plus de temps, et en plus la distance à couvrir est également beaucoup plus grande. C'est pas pareil de faire un peu le balayage en 2 pas depuis L, centre du terrain, ou depuis le corner où tu dois carrément remonter. Et donc voilà, grosso modo, il y a eu beaucoup plus de temps et d'espace pour SGA pour faire des passes vers le corner pour punir ce genre de choses. Donc voilà, la structure du terrain a été mieux, je trouve, et OKC a un peu ressorti ses bons passages et ses bons systèmes anti-stunt. Donc ça, c'était très cool. Aussi également, le fait que Isaiah Hartenstein était pas mal sur le terrain. On a retrouvé aussi un excellent poseur d'écran, mais ça, on l'a déjà un peu dit, mais on a eu beaucoup de pick and roll comme ça à plat, on va dire, avec 3 lignes de fond, avec Hartenstein, mais aussi, autre point, les pick and roll entre petits. Et ça, c'était quand même assez cool. C'était le fait que j'ai trouvé OKC bien meilleur pour cibler Haliburton. Que ce soit, d'ailleurs, ça s'est fait dès le début de match avec Cason Wallace, sur lequel défend Haliburton. Et on l'a dit aussi, le très bon match de notre ami Aaron Wiggins aussi, notamment en pick and pop. Voilà, on avait eu un peu les deux options, c'est-à-dire Wallace, ça pose l'écran et puis ça plonge au panier pour un roll ou pour un short roll, l'extra passe en sortie du pick and roll, alors que dans le cas de Aaron Wiggins, lui, qui d'ailleurs, ça aurait dû être Isaiah Joe, mais Joe n'est pas viable en défense, donc il n'a pas assez joué. Par contre, Aaron Wiggins est un peu plus viable en défense. Donc Wiggins venait, il impliquait Haliburton sur l'écran, et puis hop, je m'écarte pick and pop à 3 points. Et en fait, le secret, c'est quoi? C'est que les Pacers ne peuvent pas switcher. En tout cas, ils ne veulent pas. Ils ne veulent absolument pas concéder Haliburton sur SGA, parce que si tu switches, il n'y a pas de décalage. Donc il n'y a pas de crainte de roll, il n'y a pas de crainte de pop, d'accord? Mais ce qui fait que tu donnes Haliburton tout seul en 1 contre 1 contre SGA. Et soit tu prends un panier, soit encore pire, tu prends un panier où tu prends des fautes et tu veux pas qu'Haliburton ait des fautes. Bref, c'est assez logique, hein, vous comprenez. Mais ce qui fait que les Pacers ont un peu commencé à blitzer au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ils en avaient marre qu'il y ait des fuites de valeur et de décalage créé là-dessus. Donc hop, on commence un peu à blitzer. Ça a marché une fois, un blitz. Donc c'est-à-dire que sur l'écran, on se comporte de manière très agressive, presque pour en fait pas juste faire un edge, hop, je gêne un peu et puis je reviens. Non. On est très agressif, on a créé un turnover comme ça, c'est Nembhard qui saute, qui crée un turnover, sauf qu'après on s'est bien ajusté côté OKC, on sait que le blitz va venir, donc on pose l'écran plus haut. Il y a même une action, je crois que c'est deuxième mi-temps, où en fait Wallace ne va même pas poser l'écran,
il s'arrête à 2 mètres de SGA. Et il s'arrête pourquoi? Parce qu'il sait qu'Haliburton va essayer de monter très haut, et Haliburton le fait. Haliburton, lui, il s'arrête pas, il continue, il essaie de faire une prise de 2 assez agressive sur SGA, sauf que Wallace, il est resté en bas, quoi. Donc SGA, petite passe facile, et Cassius Wallace qui est tout seul, qui attaque le 3 contre 4, enfin le 4 contre 3 pour lui, et qui va scorer facilement au panier, quoi. Donc ouais, ça c'était assez cool. Et autant d'un côté, je trouve que Indiana n'arrive pas totalement à cibler autant qu'il voudrait ou autant qu'il faudrait Haliburton, non, SGA. Autant de l'autre côté, OKC le fait bien. OKC, je trouve que là, on était sur, je vais pas dire masterclass, mais vraiment excellent match en termes de ciblage de Haliburton et de appuyer là où ça fait mal, appuyer sur cet aspect de la défense. Autre point sur ce match-là, le run du deuxième quart-temps, j'ai trouvé qu'il a été assez important, même si on va voir les stats de transition, on a encore un deuxième match consécutif où il y a beaucoup de turnovers, mais il n'y a pas tant que ça de points sur transition. Ce qui est un peu une énigme pour l'instant, c'est qu'il crée beaucoup de paires de balles. D'habitude, c'est vraiment la situation la plus rentable du basket, de créer un turnover et partir à 2 contre 1, 3 contre 1, 2 contre 0. Là, il génère assez peu de points, mais en l'occurrence, sortant un peu de la moyenne du match global, je trouve qu'il y a eu un run deuxième quart-temps où d'un côté OKC était en mode switch all quasiment avec pas quasiment d'ailleurs avec Chet Holmgren qui switch et tout, plus Caruso, plus Williams, etc. Et puis de l'autre côté ça partait aussi vite en transition, ça accélérait le tempo, pas tout le match mais sur ce run du deuxième quart-temps ça a été assez cool, et c'est comme ça qu'ils ont aussi un peu créé l'écart. J'ai trouvé Williams d'ailleurs, Jalen Williams un peu meilleur que le match d'avant, je trouve. Par exemple, il y a des fois où ça va faire un drop contre lui, donc le big va rester bas et le laisser shooter, il a mis ses 2 points. Je trouve que sur ce match-là, il a été un peu meilleur, mine de rien. Et puis l'autre aspect également, j'ai trouvé qu'on a eu un peu plus et un peu mieux de SGA qui attaque sur isolation, qui attaque un peu mieux, qui score un peu mieux. Donc voilà, c'est pas un truc en particulier, je trouve, qui a mieux marché. C'est même pas une surchauffe à 3 points, on prend plus de 3 points en termes de fréquence, mais aussi parce que structurellement, le terrain, il respire un peu mieux, on est mieux organisé, on a Chet off-ball en shooter, etc. Donc voilà, il n'y a pas une surchauffe d'efficacité, mais en termes de fréquence, on a pris plus de 3 points, donc c'est des tirs beaucoup plus rentables. Beaucoup plus de lancers francs aussi, pourquoi ? Parce que quand tu vas au panier et qu'il y a de l'espace, tu peux aller jusqu'au panier et créer des contacts, etc. Donc, beaucoup de lancers francs. Un peu plus de rebonds offensifs également, et là-dessus ils ont été très bons pour scorer post-rebond offensif, plus le terrain, on a dit, le fait de mettre personne sur les ailes, comme ça il n'y a pas de stunt non plus, plus SGA qui attaque mieux sur isolation, plus le run du deuxième quart-temps où en fait Indiana ne reviendra jamais, etc. Voici pour la bien meilleure performance offensive de OKC, qui de l'autre côté a aussi fait parler la défense, mais voici pour OKC, le Thunder qui égalise à 1 partout sur ses finales NBA 2025. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, on a une série qui est lancée. Voilà, 1 partout, on va aller à Indiana, et je pense que le match 3 va être quand même assez costaud. J'avoue que je commence un peu à y croire, je ne sais pas. C'est pas que j'y crois, c'est que j'ai envie d'y croire, pour le coup. Et non mais je pense que c'est possible en plus. Il suffit d'un match ou 2 en surchauffe totale des Pacers comme ils savent très bien le faire, et la série peut être passionnante, quoi. Si on a le match 3, le match 4, et on nous sort un 50% à 3 points, et que la transition est un peu débloquée, etc. Voilà, ça peut arriver. De même, ça peut aussi arriver que OKC retombe un peu, non pas dans ses travers, mais voilà, c'est pas une escouade d'élite au shoot. Peut-être que dans un environnement un peu hostile, etc., qui nous sortent un 25% à 3 points, et que du coup les Pacers gagnent encore un match ou 2, et voilà, ça peut vite s'emballer, j'espère en tout cas. J'espère que ça va devenir assez marrant, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas eu de longue finale NBA. La dernière fois c'était il y a 3 ans, il y a 3 ans avec Boston Golden State, je crois, match 6, ça finit 4-2. Mais ouais, en tout cas on y croit, on sera là pour commenter ce qui se passe à chaque fois. J'espère que ces petits débriefs vous font plaisir, ils sont pas trop longs, pas trop complexes, j'essaie de rester assez simple, mine de rien. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît, et donc on se retrouve bientôt pour je ne sais pas quoi, peut-être on va essayer de caler un podcast hors finale NBA d'ici 3 jours, je ne sais pas, on a le temps, on verra, et sinon au pire du pire, on se retrouve d'ici 3 jours pour le débrief du match 3 des finales NBA 2025. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, comme d'habitude, merci du fond du cœur. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.